Lecture de la 4e partie du livre Claude Gueux de Victor Hugo. Pour rappel, dans la partie précédente, Claude Gueux a été condamné à mort et un condamné qui avec lui parle du choléra. On attaque la lecture. « Quant à moi, dit Claude avec un sourire, je n'ai pas peur du choléra. » Il écoutait, d'ailleurs, le prêtre, avec une attention extrême, en s'accusant beaucoup et en regrettant de n'avoir pas été instruit dans la religion. Sur sa demande, on lui avait rendu les ciseaux avec lesquels il s'était frappé. Il manquait une lame qui s'était brisée dans sa poitrine. Il pria le geôlier de faire porter de sa part ses ciseaux à Albin. Il dit aussi qu'il désirait qu'on ajoutât à ce legs la ration de pain qu'il aurait dû manger ce jour-là. Il pria ceux qui lui lièrent les mains de mettre dans sa main droite la pièce de 5 francs que lui avait donnée la sœur, la seule chose qui lui resta désormais. À 8h moins quart, il sortit de la prison, avec tout le lugubre cortège ordinaire des condamnés. Il était à pied, pâle, l'œil fixé sur le crucifix du prêtre, mais marchant d'un pas ferme. On avait choisi ce jour-là pour l'exécution, parce que c'était le jour de marché, afin qu'il y eût le plus de regards possible sur son passage, car il paraît qu'il y a encore en France des bourgades, à demi sauvages, où quand la société tue un homme, elle s'en vante. Il monta sur l'échafaud gravement, l'œil toujours fixé sur le gibet du Christ. Il voulut embrasser le prêtre, puis le bourreau, remerciant l'un et pardonnant l'autre. Le bourreau le repoussa doucement, dit une relation. Au moment où l'aide le liait sur la hideuse mécanique, il fit signe au prêtre de prendre la pièce de 5 francs qu'il avait dans sa main droite, et lui dit « Pour les pauvres ». Comme 8 heures sonnaient en ce moment, le bruit du beffroi de l'horloge couvrait sa voix, et le confesseur lui répondit qu'il n'entendait pas. Claude attendit l'intervalle de 2 coups et répéta avec douceur « Pour les pauvres ». Le 8e coup n'était pas encore sonné, que cette noble et intelligente tête était tombée. Admirable effet des exécutions publiques. Ce jour-là même, la machine étant encore debout au milieu d'eux et pas lavée, les gens du marché se révoltèrent pour une question de tarif. Le doux peuple, que vous font ces lois-là? Nous avons cru devoir raconter en détail l'histoire de Claude Gueux, parce que selon nous, tous les paragraphes de cette histoire pourraient servir de tête de chapitre au livre où serait résolu le grand problème du peuple du XIXe siècle. Dans cette vie importante, il y a 2 phases principales, avant la chute et après la chute. Et sous ces 2 phases, 2 questions. Question de l'éducation, question de la pénalité. Entre ces 2 questions, la société tout entière. Cet homme, certes, était bien né, bien organisé et bien doué. Que lui a-t-il donc manqué? Réfléchissez. C'est là que le grand problème de proportion dont la solution, encore à trouver, donnera l'équilibre universel. Que la société fasse toujours pour l'individu autant que la nature. Voyez Claude Gueux. Cerveau bien fait, cœur bien fait, sans nul doute. Mais le sort le met dans une société, si mal faite qu'il finit par voler. La société le met dans une prison, si mal faite qu'il finit par tuer. Qui est réellement coupable? Est-ce lui? Est-ce nous? Question sévère, question poignante, qui sollicite à cette heure toutes les intelligences, qui nous tire tous, tant que nous sommes, par le pan de notre habit, et qui nous barreront un jour si complètement le chemin qu'il faudra bien les regarder en face et savoir ce qu'elles nous veulent. Celui qui écrit ces lignes essaiera de dire bientôt peut-être de quelle façon il les comprend. Quand on est en présence de pareils faits, quand on songe à la manière dont ces questions nous pressent, on se demande à quoi pensent ceux qui gouvernent s'ils ne pensent pas à cela. Les chambres sont tous les ans gravement occupées. Il est sans doute très important de désenfler les sinécures et d'écheniller le budget. Il est très important de faire des lois pour que j'aille, déguisé en soldat, monter patriotiquement la grande porte de M. le comte de Lobau, que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître, ou pour me contraindre à parader au carré Marigny, sous le bon plaisir de mon épicier,
dont on a fait mon officier. Il est important, député ou ministre, de fatiguer, de tirailler toutes ces choses et toutes les idées de ce pays dans des discussions pleines d'avortements. Il est essentiel, par exemple, de mettre sur la sellette et d'interroger et de questionner à grands cris et sans savoir ce qu'on dit, l'art du XIXe siècle, ce grand et sévère accusé qui ne daigne pas répondre et qui fait bien. Il est expédient de passer son temps, gouvernants et législateurs, en conférences classiques qui font hausser les épaules aux maîtres d'école de la banlieue. Il est utile de déclarer que c'est le drame moderne qui a inventé l'inceste, l'adultère, le parricide, l'infanticide et l'empoisonnement, et de prouver par là qu'on ne connaît ni Phèdre, ni Jocaste, ni Oedipe, ni Médée, ni Rodogune. Il est indispensable que les orateurs politiques de ce pays ferraillent 3 grands jours durant à propos du budget pour Corneille et Racine, contre on ne sait qui, et profitent de cette occasion littéraire pour s'enfoncer, les unes les autres, à qui mieux, dans la gorge de grandes fautes de français jusqu'à la garde. Tout cela est important. Nous croyons cependant qu'il pourrait y avoir des choses plus importantes encore. Que dirait la Chambre, au milieu des futiles démêlés qui font si souvent collecter le ministère par l'opposition et l'opposition par le ministère, si tout à coup, des bancs de la Chambre ou de la tribune publique, qu'importe, quelqu'un se levait et disait ces sérieuses paroles. Taisez-vous, qui que vous soyez, vous qui parlez ici, taisez-vous. Vous croyez être dans la question, vous n'y êtes pas. La question la voici. La justice vient, il y a 1 an à peine, de déchiqueter un homme à Pamiers avec un eustache. À Dijon, elle vient d'arracher la tête à une femme. À Paris, elle fait, barrière Saint-Jacques, des exécutions inédites. Ceci est la question. Occupez-vous de ceci. Vous vous querellez après pour savoir si les boutons de la garde nationale doivent être blancs ou jaunes, et si l'assurance est une des plus belles choses que la certitude. Messieurs des centres, messieurs des extrémités, le gros du peuple souffre. Que vous l'appeliez république ou que vous l'appeliez monarchie, le peuple souffre, ceci est un fait. Le peuple a faim, le peuple a froid. La misère le pousse au crime et au vice, selon le sexe. Ayez pitié du peuple, à qui le bagne prend ses fils, et le lupanar ses filles. Vous avez trop de forçats? Vous avez trop de prostituées? Que prouvent ces 2 ulcères? Que le corps social a un vice dans le sang. Vous voilà réunis en consultation au chevet du malade. Occupez-vous de la maladie. Cette maladie, vous la traitez mal. Étudiez-la mieux. Les lois que vous faites quand vous en faites ne sont que des palliatifs, des expédients. Une moitié de vos codes est routine, l'autre moitié empirisme. La flétrissure est une cautérisation qui gangrène la plaie. Peine insensée que celle qui, pour la vie, scellait et rivait le crime sur le criminel, qui en faisait 2 amis, 2 compagnons, 2 inséparables. Le bagne est un vésicatoire absurde qui laisse résorber, non sans l'avoir rendu pire encore, presque tout le mauvais sang qu'il extrait. La peine de mort est une amputation barbare. Or, flétrissure, bagne, peine de mort, 3 choses qui se tiennent. Vous avez supprimé la flétrissure, si vous êtes logique. Supprimez le reste. Le fer rouge, le boulet et le couperet. C'étaient les 3 parties d'un syllogisme. Vous avez ôté le fer rouge, le boulet et le couperet, n'ont plus de sens. Phorinas était atroce, mais il n'était pas absurde. Démontez-moi cette vieille échelle boiteuse des crimes et des peines, et refaites-la. Refaites votre pénalité, refaites vos codes, refaites vos prisons, refaites vos juges. Remettez les lois au pas des mœurs. Messieurs, il se coupe trop de têtes par an en France. Puisque vous êtes en train de faire des économies, faites-en là-dessus. Puisque vous êtes en verve de suppression, supprimez le bourreau. Avec la solde de vos 80 bourreaux, vous payerez 600 maîtres d'école. Songez au gros peuple, des écoles pour les enfants, des ateliers pour les hommes. Savez-vous que la France est un des pays d'Europe où il y a le moins de natifs qui sachent lire? Quoi? La Suisse sait lire, la Belgique sait lire, le Danemark sait lire, la Grèce sait lire, l'Irlande sait lire, et la France ne sait pas lire. C'est une honte.
Allez dans les bagnes, appelez autour de vous toute la chiurme, examinez un à un tous ces damnés de la loi humaine, calculez l'inclinaison de tous ces profils, tâtez tous ces crânes. Chacun de ces hommes tombés a, au-dessous de lui, son type bestial. Il semble que chacun d'eux soit le point d'intersection de telle ou telle espèce animale avec l'homme. Voici le loup cervier, voici le chat, voici le singe, voici le vautour, voici l'hyène. Or, ces pauvres têtes mal conformées, le premier tort est à la nature sans doute, le second à l'éducation. La nature a mal ébauché et l'éducation a mal retouché l'ébauche. Tournez vos soins de ce côté. Une bonne éducation au peuple. Développez de votre mieux ces malheureuses têtes afin que l'intelligence qui est dedans puisse grandir. Les nations ont le crâne bien ou mal fait selon leurs institutions. Rome et la Grèce avaient le front haut. Ouvrez, le plus que vous pouvez, l'angle facial du peuple. Quand la France saura lire, ne laissez pas sans direction cette intelligence que vous aurez développée. Ce serait un autre désordre. L'ignorance vaut encore mieux que la mauvaise science. Non, souvenez-vous qu'il y a un livre plus philosophique que le compère Matthieu, plus populaire que la constitutionnelle, plus éternel que la charte de 1830. C'est l'Écriture sainte. Et ici, un mot d'explication. Quoi que vous fassiez, le sort de la grande foule, de la multitude, de la majorité, sera toujours relativement pauvre, malheureux et triste. À elle, le dur travail, les fardeaux à pousser, les fardeaux à traîner, les fardeaux à porter. Examinez cette balance. Toutes les jouissances dans le plateau du riche, toutes les misères dans le plateau du pauvre. Les deux parts ne sont-elles pas inégales? La balance ne doit-elle pas nécessairement pencher, et l'État avec elle? Et maintenant, dans le lot du pauvre, dans le plateau des misères, jetez la certitude d'un avenir céleste. Jetez l'aspiration au bonheur éternel. Jetez le paradis. Contrepoids magnifique, vous rétablissez l'équilibre. La part du pauvre est aussi riche que la part du riche. C'est ce que savait Jésus, qui en savait plus long que Voltaire. Donnez au peuple qui travaille et qui souffre, donnez au peuple pour qui ce monde-ci est mauvais, la croyance à un monde meilleur fait pour lui. Il sera tranquille, il sera patient. La patience est faite d'espérance. Donc, ensemencez les villages d'évangile, une Bible par cabane. Que chaque livre et chaque chant produisent à eux, d'eux, un travailleur moral. La tête de l'homme du peuple, voilà la question. Cette tête est pleine de germes utiles, employés pour la faire mûrir et venir à bien ce qu'il y a de plus lumineux et de mieux tempéré dans la vertu. Tel a assassiné sur les grandes routes, qui, mieux dirigé, eût été le plus excellent serviteur de la cité. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la, vous n'aurez pas besoin de la couper. Fin de la lecture de la 4e et dernière partie du livre Claude Gueux de Victor Hugo. On va résumer la 4e et dernière partie du livre Claude Gueux de Victor Hugo. D'abord, il va raconter l'exécution de Claude Gueux. On lui envoie un prêtre et un bourreau. Il est humble avec le prêtre et doux avec le bourreau. Claude Gueux dit qu'il ne leur refuse ni son corps ni son âme. Il va s'excuser auprès du prêtre en disant qu'il regrette de ne pas avoir suffisamment bien appris la religion et de ne pas avoir pu suffisamment bien se comporter. Quand on lui attache les mains, il demande qu'on lui mette sa pièce de 5 francs dans la main. Alors sa pièce de 5 francs, j'ai oublié de le raconter dans la partie précédente, c'est quand il ne voulait pas faire appel, c'est une bonne sœur qui lui a prié de bien vouloir quand même tenter sa chance de redemander un autre procès, et elle lui a dit, donc il a fini par accepter pour lui faire plaisir, et elle lui a dit qu'elle lui donnait 5 francs pour le remercier. Et il va être exécuté sur la place le jour du marché. Et Victor Hugo écrit: car il paraît qu'il y a encore en France des bourgades à demi sauvages où, quand la société tue un homme, elle s'en vante. Avant de se faire exécuter, Claude Gueux va remercier le prêtre et excuser le bourreau. Et sa dernière pièce, il va vouloir la donner pour les pauvres.
Au moment où il parle, il y a les cloches qui sonnent, alors du coup on l'entend pas, et du coup il doit répéter une deuxième fois que l'argent est pour les pauvres. Et il a à peine le temps de terminer, il dit: le 8e coup n'a pas encore sonné, que cette noble et intelligente tête était tombée. Ensuite, Victor Hugo va dire: voilà, regardez maintenant l'admirable effet que ça a sur la population de faire des exécutions publiques. Il dit: le marché a eu lieu alors que les pavés n'étaient pas encore lavés, il y avait encore le sang de l'homme à qui on venait de couper la tête, et les gens ont commencé à s'énerver pour une question de tarif. Et comme le peuple était exalté, il était excité par le fait d'avoir vu quelqu'un se faire couper la tête, ils ont failli massacrer un employé de l'octroi. Et Victor Hugo écrit: le doux peuple, que vous font ces lois-là? On voit que c'est un grand orateur aussi, Victor Hugo, hein. Il interpelle le peuple en disant: mais regardez un petit peu ces lois-là, ce qu'elles font de vous. Et après, ça va basculer dans quelque chose qui est beaucoup plus politique. Il dit: j'ai raconté la vie de cet homme-là pour vous montrer qu'il y a deux phases principales dans une vie. Et du coup, il y a deux questions qui sont importantes dans une vie, c'est avant la chute et après la chute. Et les deux questions, c'est la question de l'éducation et la question de la pénalité. Et il dit: quand on voit la vie de Claude Gueux, il est né en bonne santé, il était intelligent, il ne lui manquait rien d'un point de vue de la nature. Mais qu'est-ce qui lui a manqué? Il lui a manqué que la société ne lui a pas donné un bon environnement. Il dit: c'est un garçon qui a un bon cœur, mais la société est si mal faite qu'il commence par voler, et elle le met dans une prison qui est elle aussi si mal faite qu'il finit par tuer. Et il demande: est-ce que finalement on peut dire que le responsable de tout ça, c'est vraiment Claude Gueux? Et Victor Hugo dit: mais il faudrait que tous les gens qui peuvent réfléchir, réfléchissent à ça, cherchent comment on peut faire évoluer la société pour ne plus vivre des choses aussi horribles. Et c'est ça qu'il faut réformer et qu'il faut changer en urgence. Mais à quoi pensent les chambres? Les chambres, c'est à peu près l'équivalent certainement du Parlement, en tout cas, c'est les pouvoirs dirigeants. Et il va leur reprocher de passer beaucoup de temps soit à faire des conférences inutiles. Ils font des conférences sur la littérature classique et il dit: mais ça ferait hausser les épaules aux maîtres d'école de la banlieue. En gros, ça veut dire ils se prétendent pour des gens intelligents qui réfléchissent à des questions profondes, mais ce qu'ils réfléchissent, un simple instituteur le sait déjà mieux qu'eux. Il dit: la preuve, ils vont dire que c'est l'homme moderne qui a inventé des choses horribles, comme l'inceste, l'adultère, le parricide, l'infanticide et l'empoisonnement. Et Victor Hugo leur dit, dit au sujet de ces gens-là: mais est-ce qu'ils ne connaissent ni Phèdre, ni Jocaste, ni Oedipe, ni Médée, ni Rhodogne? Parce que c'est effectivement des choses qui existent depuis que l'homme existe, hein. Le mal a toujours fait partie de l'homme depuis toujours, et déjà dans l'Antiquité, on racontait des choses tout à fait horribles. Il dit: ou alors, ils vont se disputer pendant 3 jours pour savoir quel budget il faut accorder pour enseigner soit Corneille, soit Racine. Et il dit: mais ces disputes en plus, ils les font avec dans la gorge des pires fautes de français. Alors il dit: oui, c'est important, mais quand même, il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Et Victor Hugo dit: il faudrait que quelqu'un entre parmi ces politiciens et qui leur dise: mais taisez-vous un peu, est-ce que vous savez qu'on condamne encore des gens à mort et qu'il y a des gens qui sont exécutés? Donc il dit à Dijon, à Paris, à Eustache. Et pour lui, cette peine de mort est quelque chose de terrible, de tout à fait sanguinaire, qui doit être réformé au plus vite. Et il dit: le peuple souffre. Vous pouvez l'appeler république ou l'appeler monarchie, peu importe. Dans tous les cas, le peuple souffre et ça, c'est un fait. Il dit que le peuple est dans une grande misère et que le bagne prend au peuple ses fils et le lupanar ses filles. Et il dit: alors au final, vous dites quoi? Qu'il y a trop de forçats et trop de prostituées, mais réfléchissez plutôt à la cause. Et la cause de tout ça, pour lui, c'est la misère. C'est vraiment l'idée la plus importante de Victor Hugo, c'est de penser que si l'homme tourne mal, s'il finit par être un voleur, par être un criminel, ou si les filles terminent dans la prostitution, c'est parce qu'ils sont issus de la misère, et que dans cette misère-là, ils n'ont pas d'autre opportunité pour s'en sortir. Et il dit qu'en fait, le système judiciaire de cette époque repose sur la flétrissure, le bagne et la peine de mort. Le bagne, c'était travailler dans des conditions très difficiles, hein, c'était les forçats. La peine de mort, on sait ce que c'est. La flétrissure, il y a une petite note en bas de page qui nous explique que c'était quand on marquait les gens au fer rouge. Et Victor Hugo va amener petit à petit, c'est un texte très enflammé, hein, avec des mots très éloquents.
Et il va dire, bon, vous voulez faire des économies, alors j'ai une solution pour vous. On coupe trop de têtes par an en France et on pourrait économiser les salaires de 80 bourreaux si on arrêtait de tuer les gens. Et avec ce salaire-là, on pourrait payer 600 maîtres d'école. Et la solution que propose Victor Hugo, c'est l'instruction. Et c'est un livre qu'on m'avait demandé de lire, c'était des élèves qui l'ont demandé parce qu'ils devaient le lire pour l'école. Moi, je suis pas prof, mais en tout cas, je comprends que ça fasse sens de faire lire ce livre-là, parce que ça fait comprendre aussi que l'instruction, c'est un droit, mais c'est pas un droit de naissance, c'est quelque chose qui a été acquis. Il y a une époque où les pauvres n'avaient pas accès à l'instruction. Et c'est une grande chance. Moi, souvent, dans les commentaires, on me dit: «Ah, merci d'avoir lu le livre, j'avais trop la flemme». Mais non, évidemment, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut dire, c'est pas quelque chose qu'on peut entendre. Parce que la flemme d'apprendre, on peut être diverti par d'autres choses. Parce qu'il y a un âge où on a un petit peu la flemme de tout ce qui n'est pas amusant. Mais apprendre, c'est certainement ce qui est le plus important. C'est ce qui permet de devenir un adulte qui sera capable de comprendre le monde et de prendre des bonnes décisions. Et donc Victor Hugo demande deux choses. Il demande des écoles pour les enfants et des ateliers pour les hommes. Encore une fois, c'est très d'actualité, parce que dans tous les pays où il y a des révolutions, je pense par exemple au printemps arabe, ou alors quand il y avait eu des révoltes au Maroc, que demandent les gens? Les gens demandent du travail. Ils ne demandent pas forcément de la démocratie ou de la politique, peut-être aussi un peu, mais ce qu'ils demandent aussi, c'est de pouvoir vivre de leur travail. Ensuite, Victor Hugo va dire que la France est un pays où on sait le moins lire. Il dit la Suisse sait lire, la Belgique sait lire, le Danemark sait lire, la Grèce sait lire, l'Irlande aussi, et la France ne sait pas lire, c'est une honte. Et il dit aux politiciens, parce que c'est à eux qu'il s'adresse, allez dans les bagnes et attrapez les hommes pour les regarder. Il dit regardez-les, ils ressemblent à des animaux. Il y en a un qui ressemble à un loup, il y en a un qui ressemble à un chat, l'autre qui a une tête de singe, de vautour ou de hyène. Et il dit, et pourquoi est-ce qu'ils sont dans cet état-là, ces pauvres hommes? Il dit peut-être que la nature leur a pas donné beaucoup de qualité. Il dit, mais en tout cas, les humains, la société ne les a pas aidés à s'améliorer et à aller mieux grâce à l'éducation. Il dit, Rome et la Grèce avaient le front haut. Ouvrez le plus que vous pouvez l'angle facial du peuple. En gros, il leur dit, aidez les gens à relever la tête. Et là, ça se termine par quelque chose qui nous montre à quelle vitesse le monde a changé en 150 ans. Il dit, quand la France saura lire, ne laissez pas sans direction cette intelligence que vous aurez développée. Ce serait un autre désordre. L'ignorance, ce serait encore mieux que de la mauvaise science. Et il dit, plus important que tous les autres livres, la philosophie, la politique, etc., ce qu'il faut instruire, ce qu'il faut apprendre au peuple, c'est l'écriture sainte. Et il va justifier ça de la façon suivante. Il dit, on met une balance. Dans un plateau, il y a les riches, dans l'autre, il y a les pauvres. Il dit, la balance, elle penchera toujours du côté du riche parce qu'il a tout, le riche. Alors que le pauvre, il a quoi? Il a la misère, il a le travail dur, il a la souffrance. Et il dit, alors pour faire contrepoids, il faut donner une promesse aux pauvres. Et il faut lui promettre un monde meilleur avec l'éternité. Et c'est comme ça que ça va rééquilibrer la balance. Et Victor Hugo écrit, c'est ce que savait Jésus qui en savait plus long que Voltaire. Ça vaut quand même le coup d'être lu parce que je vais lire le paragraphe. Donnez au peuple qui travaille et qui souffre, donnez au peuple pour qui ce monde-ci est mauvais, la croyance à un monde meilleur fait pour lui. Il sera tranquille, il sera patient, la patience est faite d'espérance. Je vais lire encore la suite. Ensemencer les villages d'évangile, une Bible par cabane, que chaque livre et chaque chant produisent à eux deux un travailleur moral. C'est quand même très différent de ce qu'on pense maintenant. Il ne dit pas, Victor Hugo, qu'il faut instruire le peuple pour permettre à chacun d'être quelqu'un qui fait des choix, qui se bat pour un monde meilleur. Il ne parle pas d'égalité, il ne dit pas les pauvres devraient pouvoir avoir accès aux mêmes choses que les riches, pas du tout. Il dit que, au contraire, la religion devrait leur permettre de rester à leur place et de ne pas aspirer à mieux. C'est quand même vraiment très intéressant de lire ce livre-là, parce que Victor Hugo, c'est la naissance de l'humanisme, et l'humanisme, c'est quand même la base de notre société aujourd'hui. C'est un peu le produit qu'on voudrait exporter partout dans le monde. Mais même ce produit de base, il a déjà beaucoup évolué. Il a plus grand-chose à voir avec ce qu'écrivait Victor Hugo en son temps. Ça a même, pour nous qui lisons ça aujourd'hui, un petit peu quelque chose de révoltant, parce que nous, on croit, et peut-être qu'on a tort, mais en tout cas, on a été élevés comme ça. Moi, à l'école, c'est ce que j'ai appris, que tous les hommes sont égaux et libres, égaux en droit.
Alors que Victor Hugo, il nous fait un tableau dans lequel clairement il y a des penseurs et il y a le peuple. Et il termine, je vais lire la fin de ce livre, c'est cette tête de l'homme du peuple. Cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la. Vous n'aurez pas besoin de la couper. C'est très paternaliste. Il dit aux politiciens, en gros, prenez soin de votre petit peuple et il vous obéira et vous rapportera mieux. Un petit peu comme si c'était son bétail. Et en même temps, peut-être que Victor Hugo n'a pas tort, parce qu'on réalise que quand l'humain a toutes les possibilités et que tout lui est ouvert, il va parfois se mettre sous le joug d'une autre emprise. Du coup, j'ai le sentiment, à la fin de la lecture de ce texte, que toutes les questions restent ouvertes. En tout cas, j'ai terminé le résumé et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce livre qui est très intéressant, qui montre en tout cas un pan de notre histoire. Fin du résumé de la dernière partie de Claude Gueux de Victor Hugo.